On refait le H, l'émission exclusivement consacrée au HBC Nantes, chaque semaine dans la HBC Nantes Family. En présence d'invités, supporters, bénévoles, journalistes, nos spécialistes analyseront sans phare l'actualité du HBC Nantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 23e émission de On refait le H. Pour m'accompagner ce soir, toujours mes deux acolytes qui sont en forme, fidèles au poste, à savoir Mickaël, abonné depuis 2013. Bonsoir Mickaël. Salut Polo, salut Yann, bonjour les auditeurs. Et tu l'as annoncé avec nous également Yann, administrateur du groupe Facebook HBC Nantes Family. Bonsoir Yann. Bonsoir Paul, salut Mickaël, salut à tous. Au programme de cette 23e émission, nous évoquerons le déplacement du H à Saint-Raphaël et cette très belle victoire de nos Nantais. Nous évoquerons également le retour sur le match contre Ivry avec cette victoire également de Nantes et de notre club favori. Puis nous évoquerons le sujet de cette semaine, à savoir l'annulation du Final Four pour cause de coronavirus. Et puis ensuite les thèmes aussi qui ont animé cette semaine, l'arrivée de Milan Milic, ça sera l'occasion de faire un petit point sur le joueur. Et ensuite de voir les matchs qui attendent, notamment le match de l'N1 qui arrive contre l'Ivry-Gargan. Et le prochain match du H qui sera en déplacement à Toulouse, Haute-Toulouse. Mais avant tout ça, revenons sur le dernier match du H et ce déplacement à Saint-Raphaël avec cette très belle victoire 33-29. Donc c'était un déplacement, donc le score c'était 29-33, mais victoire du H. Messieurs, quoi retenir de ce match ? La victoire, la deuxième place, le match sans doute le plus compliqué qui nous attendait dernièrement après 3 matchs sans victoire. Les 2 défaites contre Magdebourg et l'excellent match nul contre le Paris Saint-Germain, mais ça faisait quand même 3 matchs sans victoire. Je pense que les gens ne se rendaient pas compte à quel point ce match était capital, puisque le lendemain, Nîmes, qui est entre guillemets, même pas entre guillemets d'ailleurs, notre concurrent direct pour la seconde place allait jouer au Paris Saint-Germain. Ouais. Ils ont pris une raclée au Paris Saint-Germain, mais tout pouvait laisser aussi à penser, étant donné leur performance depuis le début de saison, qu'ils étaient capables d'accrocher un nul là-bas, il n'y avait pas de raison. Donc nous, en nous imposant à Saint-Raphaël, on s'enlevait une épine du pied, on était sûr de conserver la seconde place quoi qu'il arrive entre Paris et Nîmes. C'est ce qu'on a fait brillamment, ça n'a pas été facile puisque Saint-Raphaël n'est pas une équipe facile à jouer, on le sait, qui est très physique. D'ailleurs, c'est très accroché sur les stats, juste pour aller dans ton sens, mais revenir un petit peu sur les chiffres. Le nombre de tirs est quasiment égal, un petit peu plus pour Saint-Raphaël. Le nombre d'arrêts, ça se joue à pas grand-chose non plus. Mais c'est vrai que le H a été plus précis. Il y a moins de tirs, mais c'est plus, ça rentre plus au fond. Et il y a plus d'arrêts aussi par rapport au nombre de tirs qu'ils ont subis. Donc le nombre de balles est similaire, de paires de balles, pardon. En tout cas, le nombre de minutes quasiment aussi. On a l'impression que c'est 2 équipes qui se tiennent à pas grand-chose. Et le H a su être peut-être plus concentré, plus efficace. C'est surtout chacun a eu sa mi-temps. Saraf a été plus fort que nous en première mi-temps. Et il n'y a pas vraiment photo. Nous, on a été plutôt maladroits. Popescu, leur gardien, a été excellent en première période. Aux arrêts, il avait vraiment été excellent. Par contre, dès le début de seconde période, on démarre la seconde période avec 3 buts, c'est ça, ou 2 buts, je sais plus, de retard sur Saint-Raphaël. On fait en moins de 3 minutes, on comble cet écart. L'entrée de Cyril Dumoulin a été décisive. Il a écœuré Raphaël Cocheteux à l'aile, qui est même sur 7 mètres d'ailleurs. En fait, je fais écho à ce que tu dis, mais effectivement, sur le début du match, c'est très accroché. Les équipes se tiennent à moins de 2 buts. On termine la mi-temps, effectivement, à la mi-temps, il y a 16-15 pour Saint-Raphaël, et puis après, l'écart se creuse. Le H prend 1-2 buts d'avance, puis continue à croître cette avance, et à la conserver jusqu'à la fin du match. Ouais, c'est ça, et puis il y a plus de fluidité dans le jeu en seconde période. On a eu un petit peu peur, parce qu'on a eu un Olivier Gnocas qui a fait quelques erreurs, mais qui en même temps est un vrai puncher et qui a beaucoup apporté également sur ce match-là, mais on a eu un petit peu peur sur une reprise d'appui où il s'est sorti blessé. Il met 6 buts, Olivier, sur ce match-là. Il a 75% de réussite, c'est un très bon match. Ouais, c'est un très bon match. C'est juste là, comme on sait que c'est un joueur fragile, sa blessure nous a un peu inquiétés. Et surtout,
à mettre comment à l'honneur, c'est la gestion d'Alberto Entrerrios, puisque au début du match, on devait avoir Valero Rivera et David Balaguer qui devaient participer à cette rencontre. Finalement, David Balaguer a une petite blessure au mollet, donc n'a même pas fait partie du groupe. Valero était dans le groupe, mais n'est pas du tout rentré. C'est Baptiste Damatrin qui a joué tout le match et qui a fait le job. Puisqu'il fait un 3 sur 3. Qui fait le job. Donc non, c'est tout à l'honneur des jeunes et du coach. Franchement, une très belle perf. Gagner à Saint-Raph, c'est pas facile, même s'ils sont pas aussi bien classés que ce qu'ils espéraient cette année et que c'est un peu une année, on va dire, transition pour eux. Ça reste quand même une équipe compliquée. C'est Dipanda, Barachet, Popescu, Chimikou, Lingard, Sarmiento. C'est cocheteux. Ouais, c'est quand même des beaux joueurs, quoi. Après, il y a un nouvel entraîneur. Même si c'était l'entraîneur adjoint pendant plusieurs années. Il y a un projet qui repart, quoi. Mais non, c'est très belle perf et puis ça consolide notre seconde place, voilà. Cochetel met 9 buts. Alors après, c'est vrai que quand on vient sur le détail comme ça des joueurs nantais, il y a des joueurs dont on parle souvent dans l'émission qui ont signé un très bon match. Alors Kovnicek qui met 4 buts, qui a 80%. C'est une certitude aussi maintenant, on n'est plus surpris, mais Nicolas Tournac en met 8. Ouais, Tournac fait un match monstrueux, il a écrasé la défense. C'est vraiment. Élu le meilleur joueur. Cumin qui met 3 buts aussi, qui a 75% de réussite. Enfin, tous sont confirmés aussi. Voilà, c'est ce que vous disiez, mais on n'a pas de surprise. En fait, la surprise, c'est de les voir à ce niveau-là, avec les échéances qu'ils ont, les matchs qui se succèdent, d'être aussi de voir cette endurance finalement de l'équipe. C'est là où on est satisfait. Ouais, on sortait quand même de matchs compliqués avec 3 gros matchs, 2 fois Magdebourg, 1 fois Paris. C'est pour ça, c'est de voir qu'il reste un peu plus. Après, on a une belle équipe en profondeur de banc aussi. Il y a beaucoup de jeunes, mais on leur fait confiance et puis ils ont le niveau. Mika, tu voulais rajouter quelque chose sur ce match ou... Oui, c'est vrai que comme tu l'as dit en introduction, Yann, c'était sûrement l'un des matchs les plus compliqués qui nous attendait, mais aussi peut-être l'un des plus importants de la saison. Ce match, c'est vraiment un tournant. Alors, en imaginant évidemment que la saison est à son terme, mais en vue de la deuxième place, ce match a tout de la pierre angulaire de la suite de la saison. Pour 2 raisons. Le fait qu'il arrive après 3 matchs très difficiles, c'était le 4e match en 10 jours, et on avait des joueurs qui étaient vraiment cuits physiquement. Et là, comme l'a dit Roch Félio, ils l'ont gagné en posant leurs couilles sur le terrain. Parce que vraiment il a fallu se donner énormément pour aller le chercher, et moi c'est ce qui m'a le plus plu dans ce match, c'est l'état d'esprit qu'ils ont montré. Ils avaient compris, tout le staff, les joueurs avaient compris que ce match était essentiel à l'avenir de notre équipe dans cette deuxième partie de saison, et ils sont allés le chercher. Le lendemain, on a eu le bonheur de voir la défaite de Nîmes, et aujourd'hui les 3 points qu'on a d'avance, on verra s'ils sont décisifs à la fin de l'année, mais clairement, pour moi, ce match, c'est la pierre angulaire de la suite. Donc c'était très très important de le gagner. Et puis j'y reviens, mais sur le caractère qu'ils ont montré. On le voit en première mi-temps. Alors défensivement, ça tient relativement bien la route, même si on sent que les organismes sont fatigués. Mais c'est vrai qu'en attaque, on fait des erreurs qu'on n'avait plus l'habitude de voir, avec des fautes de main, des passes mal envoyées, un passage en force un petit peu maladroit, un tir pris un petit peu trop tôt. Et en fait, tout ça, ça vient d'un manque de lucidité lié à la fatigue cumulée. Et malgré tout ça, malgré ces petits handicaps lié à la fatigue, malgré l'équipe de Saint-Raphaël qui, je serais pas aussi élogieux que toi, mais reste une équipe solide et toujours un petit peu compliquée à jouer. Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de faiblesses dans le jeu. Des deux côtés, à un moment donné, ça a été un festival de boulettes et de ratés des deux côtés. Voilà, ça reste une équipe. Il y a eu un passage de 10 minutes où on s'est bien emmerdé quand même. On est loin d'avoir l'équipe de Saint-Raph qu'on a eu quand même il y a quelques années. Ça reste solide et chiant à jouer, mais bon, en tout cas, aller gagner là-bas, ça restait très difficile. On l'a fait et on l'a très bien fait. Et moi, j'avoue que à la fin de ce match, j'ai été vraiment très content parce que j'étais très très fier de cette équipe, parce qu'il avait tout du match piège et compliqué. Là où il était situé, on avait la pression.
on a fait ce qu'il fallait faire et j'ai vraiment ressenti une énorme fierté envers nos garçons et voilà, je les en félicite encore. Bravo à vous les mecs, parce que celle-ci elle va vraiment compter très très cher pour la suite. Oui, puis c'est des confrontations avec Saint-Raphaël qui ont toujours été assez équilibrées, hein. Sur l'historique complet, on a 8 victoires pour Saint-Raph, 3 nuls, 12 victoires pour le H. Sur les 5 dernières, sur les historiques Saint-Raphaël-Nantes, c'est 5 victoires pour Saint-Raph, 5 victoires pour le H, un match nul. C'est toujours des matchs tendus et c'est ce qu'on disait, c'est un peu l'adversaire qui vient nous titiller, voilà. On n'a pas peur, mais qui est chiant à jouer, quoi. Époque Da Silva surtout. Ouais. On avait parlé d'ailleurs avec Da Silva quand on était à Reims pour le Final Four de la Coupe de la Ligue il y a quelques années. Et on rigolait parce que il nous disait que généralement il avait des bons résultats contre Nantes et qu'il n'avait pas à se plaindre de jouer contre nous, mais ce n'était pas faux. Ouais. À une époque, là, ça fait quand même quelques saisons que Saint-Raph fait quand même un petit peu moins de résultats en général et face à nous. Ouais. Maintenant, voilà, ça reste un club qui fait partie du championnat. Voilà, c'est un habitué. C'est pas un club qui a forcément beaucoup de budget, mais qui est toujours un petit peu placé. Alors là, cette année, ils sont un petit peu moins bien. Ils sont que 8e, mais ça reste tout à fait honorable. Ils sont pas loin de la première partie de tableau, donc c'était vraiment une victoire importante. Et voilà, moi ce que je retiens de plus, c'était vraiment là où c'était situé, avec les absents qu'on avait. C'était vraiment important de montrer tout le caractère de notre club, et ça donne quand même une grosse dose de confiance pour la suite. Là on se dit pour qu'on ne gagne rien cette année, il faut qu'il y ait une pandémie internationale, quoi. Je veux dire, un virus, sinon on va gagner quelque chose, c'est pas possible. Le virus, on en parlera bientôt dans l'émission. On va revenir juste avant sur le match contre Ivry. Effectivement, la victoire du H, encore une victoire, mais on ne se lasse pas des victoires. Et donc direction les demi de Coupe de France pour le H. Messieurs, quoi dire de ce match contre Ivry, match maîtrisé, hein, je vais laisser parler Mickaël parce que j'ai assisté péniblement à la première période et j'ai dû partir à la mi-temps pour des petits pépins de santé. Donc autant, même si j'étais là à la première période, je vais pas vous mentir, j'ai pas suivi grand chose, quoi. Donc je vais laisser Mickaël, il en parlera beaucoup mieux que moi. Alors donc sur ce match, déjà il avait un petit peu tout du piège parfait en fait. Ce match, un match de coupe face à une équipe moins bien classée. On sait que parfois il peut arriver qu'il y ait des surprises. En plus, Alberto Entrerios avait fait le choix donc de laisser les petites blessures bien se reposer, ce qui est un choix tout à fait légitime. Donc c'est-à-dire Olivier Gnocas, Valero Rivera, David Balaguer, mais aussi de reposer le capitaine Roch Félio qui n'avait pas ménagé ses efforts. Donc tous étaient en tribune. Et de faire rentrer beaucoup de joueurs de Line 1. Donc c'est vrai qu'on pouvait se dire, si Ivry, qui avait battu Toulouse en championnat au moment où nous battions Saint-Raphaël, donc c'est quand même une grosse performance, si Ivry arrivait avec ces mêmes intentions, ça pouvait tout avoir du match piège. Le truc, c'est que Ivry, ils sont pas avares en blessés non plus, hein. Ils ont toujours Linus Persson, Wilson Davis, Mathieu Bataille, et en plus là, l'extraordinaire Benjamin Bataille avait été laissé au repos, donc il était même pas là. Donc ce qui veut dire qu'on avait aussi une équipe d'Ivry très amoindrie et composée de jeunes. Moi, il y a un des trucs qui m'a marqué quand j'ai vu la feuille de match d'Ivry, c'est 13 joueurs, dont 3 gardiens. Ouais. C'est-à-dire seulement 10 joueurs de champ. Ça semblait compliqué pour eux. Donc finalement ce match a commencé, on a parfaitement commencé en mettant un 4 ou 5-0 d'entrée de jeu, et on a vite compris que ce match allait être une balade de santé. Alors ce match aurait pu très vite tourner à une routine où on s'ennuie un petit peu, et heureusement je dirais il y a quelque chose qui a fait lever les foules, et c'est les petits bonhommes de la N1 qui avaient intégré l'équipe et qui ont énormément joué pour un match professionnel, et j'ai trouvé très sympa cette ambiance qu'il y avait dans la H Arena et dans les 4800 spectateurs qui avaient fait ce déplacement, qui était la limite suite aux problèmes sanitaires actuels. Et j'ai trouvé très sympa l'attitude des 4800 personnes qui ont énormément poussé ces gamins. Alors il n'y avait plus vraiment d'enjeux sportifs parce qu'on a très vite été à 10-15 buts, mais on voyait les gens se lever dès qu'un Baptiste Damatrin réussit un joli but, un Thibaut Brié a fait lever les foules, et j'ai trouvé vraiment super que les gens se prennent au jeu pour vraiment porter ces gamins. Je suis
suppose que ça les a boostés, ça leur a fait chaud au cœur. Et du coup, on a eu un vrai beau spectacle. Et puis, vous savez, dans cette émission, on en parle régulièrement, comment on porte dans nos cœurs ces petits jeunes. Et moi, du coup, j'ai vraiment passé une belle après-midi. C'était vraiment sympa. Voilà, bon, sur le match, on gagne j'en ai oublié le score final, on gagne de 17 buts. Bon, je vais pas vous mentir, on a déroulé. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est vraiment ces gamins qui se sont montrés. Alors bon, il y a Thibaut Brier qui termine à 5 buts, avec notamment une très belle première mi-temps où il en enchaîne 3 ou 4 d'affilée. Baptiste Damatrin, auteur d'un super kung-fu sur une réception de passe d'Emile Nielsen, qui a fait lever la H Arena alors qu'il y avait 15 buts de retard. J'ai beaucoup aimé Théo Monard, j'étais content de le voir en défense. Vraiment, il a œuvré. Bon, il a voulu aussi aller marquer des buts. Ça faisait plaisir de revoir Alex Morand, même s'il a pas eu la réussite habituelle. Et puis Lucas Petro qui met lui aussi 2 buts sur la base arrière. Donc voilà, bravo à vous tous. Et puis ce match a aussi permis à certains joueurs pas forcément beaucoup utilisés ou beaucoup en réussite de s'exprimer. Je pense à Sébastien Augustin Hansen qui a probablement réussi son meilleur match. Il termine à 7 buts. Je crois qu'il en a il est à 87%. Ouais, il en a peut-être raté un ou deux, mais il fait vraiment un match vraiment solide. Et puis je trouve qu'il commence à regagner de l'activité défensive. Donc ça commence à bien me plaire. Et en fait, puis c'était assez équilibré, je te coupe, mais c'est vrai que sur les tirs, ils sont beaucoup de joueurs à tourner à 4 buts pour 4-5 tirs. Enfin, vraiment, on a senti une équipe mobilisée et ça venait de partout, quoi. Oui, voilà, tout le monde a participé venait au de jeu. partout. Et à part les joueurs qui étaient laissés au repos, en fait tous les autres ont pris part à la fête. Sauf Nico Tourna qui était sur la feuille de match et qui a pas mis le pied sur le terrain. Et on n'en voudra pas là encore à Alberto Entrerios de reposer. Et qui était capitaine d'ailleurs, oui c'est vrai. D'avoir laissé reposer Nico Tourna en vue du Final Four qui n'aura pas lieu. Mais stratégiquement c'était bien joué. Je veux dire, si Roque Félio avait mené de sacrées guerres, Nico Tourna avait pas lésiné à la tâche non plus. Donc c'était très bien de les reposer. Et puis en plus le score final il est là, on n'en a pas pâti quoi. Au-dessus des 35% d'arrêt, enfin là aussi c'est très important. Il y a aussi on l'a dit, mais les petits jeunes dont on parle souvent, qui viennent, et Théo Monard qui est 2 sur 2, Lucas Petro 2 sur 2, Thibaut Briet qui en met 5 aussi. Enfin c'est vrai que tout le monde s'est senti impliqué, puis tout le monde a joué, tout le monde trouve sa place quoi. C'est ça. Et puis le retour de Cavalcanti, ça fait plaisir quand même de le revoir sur le terrain. 3 buts, puisqu'il nous avait un petit peu manqué quand même sur la base arrière. Je pense que on aurait pu moins utiliser Olivier Nyokas, il aurait peut-être pas eu son problème du genou parce qu'on l'a énormément utilisé. C'est vrai que si on avait pu avoir Nyokas à son niveau et le Cavalcanti qui revenait de l'Euro à un très bon niveau et pouvoir les faire tourner, l'équipe aurait été encore plus efficace. C'est un petit peu dommage qu'on les ait pas eu à ce moment-là, mais bon voilà, je suis très content de revoir Cavalcanti. J'espère que pour Olivier c'est pas grave, il a pu profiter des événements actuels pour bien se reposer et puis qu'on va pouvoir avoir cette belle doublette sur le poste d'arrière gauche parce que vraiment les deux qui carburent, c'est vraiment très intéressant quoi. Alors le résultat de ce match, c'est avec la victoire du H, direction les demi de Coupe de France. Et on l'a su aujourd'hui, le tirage au sort a eu lieu. Le H affrontera Chartres les 4 et 5 avril prochains, donc à domicile. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on attend de ce match contre Chartres ? On va leur mettre une clé. Déjà qu'il se joue parce que avec les restrictions sanitaires qui vont jusqu'au 15 avril. Parce que c'est prévu week-end du 4-5 avril. Week-end du 4-5 avril, alors que jusqu'au 15 avril, c'est moins de 1000 spectateurs pour spectateurs ou personnes pour n'importe quel événement. Est-ce que ça va se jouer ? On n'en sait rien. Donc déjà qu'il se joue, puis s'il se joue, oui, une victoire. On est à un match d'aller à Aix-en-Provence cette année, ce sera pas à Bercy, mais à un match d'une finale de Coupe de France. On se souvient la dernière fois qu'on y était allé contre Montpellier, à Bercy notamment, on avait passé un très bon moment, Mika. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de raison qu'on refasse pas la même, puisque l'autre demi-finale est Paris Saint-Germain-Montpellier, donc de toute façon il y aura un gros, forcément. Mais oui, une victoire, voilà, c'est tout, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est un peu loin, on va dire, c'est près, en même temps c'est loin, étant donné les événements actuels. On aimerait presque que ça soit plus loin pour être sûr que ça se fasse, quoi. Ouais.
Bah, là, le tirage, on a un peu gagné au loto. Quoi, le tirage, voilà. À domicile. S'il y en avait un à choisir, c'était Chartres à domicile. Donc voilà. là, on a décroché le gros lot. Donc on peut être satisfait. C'est pas une récompense pour le meilleur public de France aussi, de lui offrir cette affiche. Ouais, voilà. Si le meilleur public de France ne peut pas venir, je sais pas si c'est une récompense, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal comme tirage. Mais c'est sûr que si on reste d'un point de vue sportif, bon, je veux dire là, mais pour tout le respect que j'ai pour Chartres, qui fait une très très belle deuxième partie de saison d'ailleurs, oui, bah, on doit gagner cette demi-finale et aller en finale. Là, les portes pour la finale de la Coupe de France sont ouvertes, et jouer une finale de Coupe de France pour un club, c'est quelque chose d'important. Ouais, il y a des joueurs qui en joueront peut-être jamais d'autres. Hein, voilà, donc là, maintenant, bon, faut espérer que ça se joue, parce que là, vraiment, pour nous, c'est le tirage, le tirage idéal. Simplement, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'on joue Chartres, parce que Chartres est allé gagner à Aix, et Aix qui organise la Coupe de France derrière, je pense qu'ils doivent bien se les bouffer. Ils ont perdu ce match au penalty. Quand tu joues à domicile contre Chartres, et que tu sais que tu organises la finale de la Coupe de France derrière, et que tu perds ce match-là au penalty, mais justement, comme tu donnes ce résultat-là, justement, faudra prendre Chartres au sérieux du fait de leur seconde partie de saison qui est plutôt bonne, du fait que peut-être que Aix les a pris de haut aussi, hein, pour en arriver là. Faudra être sérieux, j'ai pas de doute sur le sérieux de notre équipe. Pas les prendre de haut, quoi. Ouais, voilà. Non, il faudra clairement pas les prendre de haut, puis ça peut être un match important, hein. Je le dis, hein, cette année on a vraiment l'équipe pour aller chercher, alors la deuxième place, mais aller chercher un trophée, quoi. Et là, je veux dire, on est à 60 minutes d'une finale, 120 minutes du titre, comme pour la Coupe de la Ligue si ça se joue un jour. Je veux dire, c'est là, c'est cette année, hein. Ouais. Bah c'est là, c'est cette année, c'est même maintenant, puisque tu parlais de finale, Mika, mais une finale peut en cacher une autre, et c'est notamment celle qui ne se jouera pas, à savoir l'annulation du Final Four pour cause de coronavirus. Alors, c'est pas qu'elle ne jouera pas, c'est déjà il y a les demi-finales avant la finale, pas, en fait. C'est un Final Four, mais on ne sait pas en fait. Pour l'instant, c'est annulé. Peut-être reporté, on n'en sait foutrement rien. On n'a aucune info. À part le fait que ça va pas se faire. Ce qu'on sait, c'est que ça se fait pas ce week-end. Voilà, c'est ça. À part le fait que ça se fait pas ce week-end. Et puis que du coup, on va pas réussir à se faire rembourser notre hôtel là-bas. Hein, non, c'est un autre problème. Non, mais le truc, c'est que ça va dépendre en fait des contingences sportives des 4 clubs engagés, donc de Paris, de Montpellier, de Paris, de Toulouse, de Nantes et de Chambéry. Pour savoir si on peut trouver une date, parce que c'est sûr que si le PSG cartonne en Ligue des Champions, ça va être compliqué, et en Coupe de France et en machin, ça va être compliqué. Il serait normal qu'ils aillent jusqu'au bout en Ligue des Champions si ça se fait, mais bon. Là encore, ça a des conditions. Là, il y a les contingents sportifs des 4 équipes, mais il y a aussi le problème sanitaire actuel, quoi. Donc, est-ce que les compétitions vont continuer ? En Espagne, ça y est, c'est annulé. L'Allemagne aussi, ça y est. L'Allemagne, ça y est. Il y a peu de temps. Ça a été annoncé. La Suisse, pareil. Nous, alors, pour l'instant, mais bon, vu le mec qui gère la LNH, le président Olivier Géraud. Bah non, mais désolé, quoi. Au début, c'est 5000, donc on va peut-être pouvoir y aller parce que c'était 6000. Après, c'est 1000 personnes. Bon, on consulte pas les clubs pour mettre les 1000 personnes, donc on décide de filer ça aux élus, de filer ça aux partenaires privés. Alors ça, je peux comprendre. Bon, les élus, faut pas oublier qu'ils vivent aussi grâce au pognon du contribuable. Donc, ce sera pas la majorité de ceux qui sont présents non plus. Et puis en plus, un Final Four qui se joue le jour des élections, les mecs d'habitude viennent pour serrer des poignes parce qu'ils aiment bien à un moment donné se faire polir le chinois parce que s'ils sont élus, c'est un peu pour ça aussi, hein. C'est pas simplement parce que les mecs tout d'un coup ils font preuve de bravoure démocratique et d'empathie pour le peuple. Non mais voilà, polir le chinois à l'occasion du coronavirus pour tout son voilà. Et c'était même pas un jeu de mots. Et donc les gars, je pense qu'ils seraient même pas venus, ils auraient refilé leurs invites à des potes à eux, alors que bon, il y a quand même des vrais supporters à Nantes, mais aussi à Chambéry ou ailleurs, qui auraient été là. Il aurait été plus logique de laisser les groupes de supporters. Mais de l'annuler complètement, finalement, ils l'annulent. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux joueurs de Chambéry qui sont mis en quatorzaine, parce qu'a priori, ils ont soit contracté, soit côtoyé des personnes qui avaient contracté le coronavirus. T'annules dès le départ l'événement.
quitte à le reporter si c'est possible, quitte à l'annuler complètement, même si ça emmerderait tout le monde, mais à un moment donné, le sanitaire, ça passe quand même avant. La santé prime. Ouais, voilà. Mais tu vois, des petits trucs bricolés de toutes parts et tout. Là, ça, c'est pas sérieux, quoi. Mais non, ça fait pas sérieux. Le mec a même pas consulté les équipes avant, tu vois. Alors, j'ai le mec, parce que c'est... Je prends Olivier Giraud, parce que c'est lui le président de la LNH, donc c'est lui, on va dire, la figure tutélaire, et c'est lui qui jacte dans les médias. Mais je pense qu'il a pas pris la décision tout seul, forcément. Mais c'est quand même géré comme des peintres, la LNH, et depuis qu'il est là, non, mais on peut dire ce qu'on veut sur Bernat Salle, c'est quand même un gars, durant tous ses mandats, la LNH et la Lidl Star League et tout ça ont quand même un peu grandi. Depuis qu'il est arrivé, on change le protocole de début de match, ça ressemble à rien, tout ça pour faire plaisir aux téloches. On dit qu'on va augmenter les droits télé, en fait pas du tout, c'est juste qu'on file plus de retransmissions télévisuelles à Beansport qui est le grand gagnant là-dedans, mais pour le même tarif. Là, l'organisation, et au niveau de l'organisation, c'est n'importe quoi. En fait, c'est que des trucs à la con, donc au bout d'un moment... C'est vrai que le tableau que tu nous décris... c'est que des constats en plus, c'est pas pour tirer sur une ambulance, quoi. C'est que des constats, c'est hyper mal géré. Donc j'ai rien contre le bonhomme, quoi, mais bon, un petit peu quand même. J'en ai plus contre les présidents de club, parce que j'avais dit, c'est les présidents de club qui élisent ce mec-là. Et en fait, tous les présidents de club ont voté pour Giraud parce que ils ont été un peu aveuglés, mais j'en ai déjà parlé, par les droits télé qui allaient normalement augmenter de façon exponentielle. Et ils se disent cool, mon club, notamment Aix, mais bon, Aix, ils ont mis Fernandez en tant qu'entraîneur, donc ça me surprend pas qu'il fasse des conneries, hein. Le mec arrive avec ses gros sabots en tant que moi je suis ancien international, je vais être un putain d'entraîneur, et en fait le mec c'est un bourricot. Ils ont fait pareil avec comment pour voter pour Giraud. Ça n'a pas toujours été le cas. Le plus grand entraîneur pour l'instant en équipe de France, rien à voir, mais ça reste Claude Onesta, ça n'a pas été un grand joueur, donc la relation... Non mais t'es entraîneur avant, quoi. Voilà, désolé, c'est quelqu'un qui a fait ses gammes, quoi. C'est pour dire qu'il n'y a pas de parallélisme, un grand joueur ne fait pas forcément un grand... Non, bien sûr, mais à un moment donné t'as le droit de réfléchir, et là si Aix est dans la merde financièrement, c'est parce que il y a leur Arena, mais pas que, c'est qu'ils avaient vachement misé sur les droits télé qui finalement en fait ne viennent pas, et donc ils se retrouvent à avoir des joueurs qui peuvent pas payer, qui se barrent, voilà, c'est tout. Et le seul qui avait pas voté pour Giraud, c'est peut-être Cyril Despompes, mais c'est Gaël Pelletier, parce qu'à un moment donné, il faut pas faire table rase de tout ce qui s'est passé avant. Bien sûr qu'il a fait des conneries, Bernat Salle aussi, comme organiser, je sais plus quelle année, le Trophée des Champions en Chine ou je sais pas où, parce que pour vendre des droits, des conneries, ou à Montréal, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Et en fait... Et c'est pas grave, quoi. C'est évidemment, quand tu fais les choses, tu fais forcément des bêtises aussi. Moi, le premier, c'est avec ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Mais Giraud est arrivé en faisant table rase de tout ce qui s'était passé avant. Comme quoi, moi, j'arrive avec mon statut d'ancien international, être champion du monde et le machin, et de toute façon, je vais faire mieux. Et finalement, non seulement il fait pas mieux, mais en plus, il fait que des boulettes partout où il passe. Donc, au bout d'un moment, donc le Final Four, oui, pour revenir là-dessus, c'est annulé. C'est triste, ça nous emmerde, on est les premiers. Mais bon, c'était la décision la plus. La seule décision à prendre. Hein. Ouais, la première à prendre dès le début. Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. On a déjà eu l'occasion d'en discuter, Yann, sur ce qu'il fallait faire. Pour moi, avant qu'on sache pour les joueurs de Chambéry, il fallait que le Final Four se tienne, mais à huis clos complet. J'aurais préféré voir une compétition se terminer plutôt qu'une compétition s'annuler. Alors, effectivement, peut-être qu'il va y avoir un report, sauf que là, quand on regarde le calendrier... On est d'accord, si elle est annulée complètement. Je suis d'accord avec toi. Quand on regarde le calendrier, on le cale où le Final Four de la Coupe de la Ligue? On n'a quasiment pas d'opportunité de le caler. Surtout que... Attends, je termine. Plus on va vers l'avant, et plus on se rend compte que y a d'autres événements qui vont être annulés ou décalés, et donc mais même restons dans les handballs, on sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine avec les matchs de Lidl Star League, on sait pas ce qui va se passer derrière. Donc là, clairement, et je peux me tromper, et vous me le redirez si je me trompe dans quelques semaines quand on aura la réponse, je suis convaincu que ce Final Four de la Coupe de la Ligue va être tout simplement annulé, et qu'il n'y aura pas de finalité. Et moi, une compétition, surtout quand mon club est engagé et qui va arriver en demi-finale, et on nous dit les mecs, c'est bien, vous êtes arrivés en demi, mais ça s'arrête, et ça me fout un peu les boules. Alors après, je suis d'accord, là le sanitaire passe avant, il fallait
Pour moi, le huis clos était indispensable au vu des éléments qu'on a, mais le huis clos complet, pas avec une sélection. Mais après, le huis clos complet, c'est ridicule aussi. Déjà, c'est chiant pour les joueurs, et surtout, c'est pas parce que t'es joueur de haut niveau que t'es immunisé. La preuve, il y en a 2 qui l'ont chopé ou qui ont côtoyé les gens qui l'avaient à Chambéry. Donc, c'est pareil. Toi. C'était comme vous avez pas le droit de vous toucher, de faire les hand-checks, mais toi, là. Alors qu'après vous vous secouez pendant une heure. Donc à un moment donné, c'était une pure débilité. Bien sûr que ça nous emmerde parce que c'est le sport qu'on aime, mais bon, ce sont des mesures sanitaires. Alors oui, pour le calendrier, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais ça va, soit on va annuler plein d'événements, soit ça va complètement chambouler. T'as vu les propositions. Mais là, les événements sont en train de s'annuler. D'ailleurs, moi, je suis convaincu qu'on n'aura pas de match du Star League la semaine prochaine. Ah oui, moi aussi, je pense qu'on n'aura pas. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais t'as vu les calendriers qui ont été proposés pour les Coupes d'Europe. C'est-à-dire que la finale de la Ligue des Champions, qui généralement se joue en mai, parce que fin mai, le calendrier qui a été proposé, c'est le 22 ou 23 août. Après les Jeux Olympiques, s'ils ont lieu aussi, comme tu disais, 22 et 23 août, et le Final Four de la Coupe EHF à Berlin aurait lieu le 30 et 31 août, donc ça veut dire une semaine avant la reprise, quoi. Ou 15 jours avant la reprise de la Lidl Star League, mais 2020-2021. De toute façon, si ça se fait, ça aura un impact sur le calendrier de l'année prochaine. On va pas jouer la Ligue des Champions et la semaine d'après jouer la première journée de championnat. Donc on sait pas en fait. Le problème, c'est que là, on peut avoir plein d'éventualités, plein d'hypothèses. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas quelle proportion va prendre la diffusion de ce virus dans les jours, dans les semaines à venir, et l'impact que ça va avoir sur les compétitions. Aujourd'hui a été une journée assez importante, puisque on a pu entendre que l'Euro de foot alors il y aura une réunion au début de semaine prochaine, a de gros risques d'être décalé à 2021, que la Ligue des Champions de foot pourrait être tout bonnement annulée, que les JO pourraient être impactés. Il y a tout un tas de compétitions, je pense pas aux 24 heures du Mans, où il y a d'autres trucs qui sont annulés ou reportés. Le hand, il faut être clair, on va y avoir le droit aussi. Évidemment. Mais c'est ça le truc en plus, c'est pour ça que je dis c'est mal géré, c'est que tout le monde en fait prend des décisions. Et nous, on attend qu'il y ait des petits trucs qui arrivent pour prendre une micro-décision, et puis on rajoute une autre micro-décision pour, au final, en fait, faire comme tout le monde, le Final Four de la Coupe de la Ligue, point, tu l'annulais, c'était tout, fini, terminé. J'avoue que j'avais envie d'y croire, parce que au final, même si on n'y va pas, il y avait quand même moyen de voir un week-end de compétition, ne serait-ce qu'à la télé, de partager ça entre supporters. T'as regardé le match du Paris Saint-Germain contre Dortmund hier ? C'était un match amical de pré-saison, parce qu'il y avait personne dans les tribunes, quoi. Ça aurait été pareil. Moi, regarder le Final Four de la Coupe de la Ligue avec zéro public, aucun intérêt. Moi, le regarder en mode week-end avec les potes avec qui on avait prévu de se déplacer un peu entre supporters à la télé, même s'il y avait personne dans les tribunes, ça m'aurait botté. Après, voilà, il y a des mesures qui ont été prises suite aux 2 joueurs de Chambéry qui ont été mis au confinement. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Quand on arrive là, on aurait dû le faire dès le début. Mais ça, c'est mon point de vue. Mais on aurait pu le faire, dès le début aussi. Ouais. Surtout qu'on savait très bien qu'à un moment donné, comme tu le dis, la Star League ou autre, vu que dans les autres championnats ça s'arrête. Ouais, là, je vois pas comment ça va pouvoir jouer la semaine prochaine, quoi. Bon, en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle, mais une mauvaise nouvelle peut cacher une bonne nouvelle, à savoir l'arrivée de Milan Milic, prochain joueur de l'effectif nantais, qui a signé jusqu'en 2024. Ouais. Messieurs, pouvez-vous nous faire un petit topo sur le joueur, formation, palmarès, d'où vient-il, que fait-il Alors, jeune joueur international serbe, arrière droit. Ouais, croate, j'aurais préféré, mais. Mais c'est trop cher, les Croates. On a pris serbe, c'est moins cher. Non, mais c'est parfait. C'est un jeune international de 21 ans qui va avoir 22 ans en avril, qui joue au Metaloplastica. Au RK Metaloplastica. Alors, ça veut peut-être pas dire grand-chose comme ça, mais c'était un des plus grands clubs yougoslaves à l'époque de la Grande Yougoslavie. Il est international, arrière droit. Alors, arrière droit, ça veut dire poste de Kirill Lazarov, poste d'Eduardo Gorbindo. Pas par la suite, quoi. Pas que par la suite, puisque Eduardo et Kirill seront là l'année prochaine, et donc ils seront 3 sur le poste. Comme Eduardo n'a pas joué pendant quasiment 1 an et demi, 1 an sûr, parce qu'il était censé revenir là, et il a arrêté depuis avril 2019, ça serait une très bonne chose, et Kirill va avoir 40 ans, donc
Il je défend pense de que- moins en moins. Voilà, je pense que c'est une excellente chose pour nous d'avoir 3 joueurs sur ce poste-là. Et évidemment, s'il a signé pour 4 ans, c'est pas pour rien, c'est pour à un moment donné prendre la succession de Kirill Lazarov, voire de Gourbi si on a un autre arrière-droit qui arrive à ce moment-là. Mais Gourbi a que 33 ans, je crois, donc ça va, c'est pas non plus. Mais c'est un excellent. Condition qu'il a envie de continuer avec nous. Ouais, voilà, ça c'est autre chose. C'est ça. C'est un excellent joueur, c'est le 3e buteur de la Ligue CA, ce qui est pas anodin quand même. Hein. La Ligue CA, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de championnat qui réunit les clubs d'Europe de l'Est. Donc, Et un club chinois cette année. Et un club chinois cette année. Ça se trouve, Ils sont partout. Hein. Ouais. Et ça se trouve, c'est lui qui a ramené aussi. Non, on plaisante. Ça. Mais donc c'est une compétition qui est très relevée, puisque tu as le Vardar, Zagreb, tous ces clubs-là. Donc, Veszprém. Donc, 3e buteur de cette ligue, c'est quand même pas rien. Il a participé au championnat du monde en 2019 avec l'équipe de Serbie. Alors, bon, l'équipe de Serbie n'est plus ce qu'elle était, mais ça reste quand même une équipe avec de très beaux joueurs. Et il n'était pas là à l'Euro par contre, hein. Il n'avait pas été sélectionné pour l'Euro avec la Serbie. Bien lui en a pris vu les prestations qu'ils ont fait là-bas. Heureusement qu'il n'y était pas, ou peut-être qu'il aurait pu apporter quelque chose. Moi, je suis ravi de la signature de ce joueur-là. Le seul hic, alors c'est pas un hic, hein, c'est après comment va s'adapter un joueur étranger à la Lidl Star League dans le championnat. Avec la langue et autres. Bon, j'ai moins d'inquiétude qu'avec le copain de Mika, Kobogorov, qui ne s'est jamais adapté, du fait qu'on a quand même quelques joueurs dans l'effectif qui parlent le yougo. Et donc, à mon avis, entre Dragan et Kirill, je pense que ça se passera très bien au niveau de l'intégration. C'est le seul hic pour Milan Milik. C'est ça. Mais c'est plus c'est une petite interrogation, mais je suis vraiment ravi de la signature de ce joueur-là. Ouais. Bon, messieurs, on va avancer dans l'émission et avancer. Peut-être que Mika en pense quelque chose, le joueur. T'avais l'air content en tout cas. Moi je le connais assez peu. J'avoue que j'avais même jamais entendu parler de ce joueur avant qu'il soit annoncé. Donc forcément, comme vous savez, j'aime bien aller regarder un petit peu sur internet, essayer de choper des infos. Donc je me suis renseigné sur ce garçon. Voilà, j'ai pas plus d'informations à vous donner que ce qu'a dit Yann. J'ose croire que le club est confiant puisqu'ils l'ont signé 4 ans, c'est pas rien, 4 ans. Donc j'ose croire qu'un Alberto Entre-Rios a vu beaucoup de qualités chez ce garçon et que il va nous les montrer dès l'année prochaine. Après, voilà, moi où je suis content sur le profil du joueur, comme je vous dis, je le connais pas assez pour vraiment m'enthousiasmer. Par contre, content qu'on recrute sur ce poste, puisqu'on avait clairement besoin de quelqu'un, comme tu l'as dit. Voilà, cette saison, je trouve qu'on, malgré les excellents résultats, on a pêché un petit peu par manque de joueurs sur ce poste. Le fait qu'on se renforce de ce côté-là, c'est quelque chose que j'avais demandé déjà dès la première émission, qu'avec Yann on répète régulièrement. Donc, je peux être que content. Maintenant, sur les qualités du garçon, j'attends de le voir sur le terrain avec le maillot violet. Alberto Entre-Rios, c'est un grand aficionados de la Ligue CA, donc il l'avait déjà vu plusieurs fois, et surtout il les avait supervisés parce que le club du Metallo Plastica avait joué contre Gorenje Velenje. Oui, tout à fait. Et il les avait supervisés parce que juste avant qu'il y ait les poules, parce que c'était des équipes qui étaient susceptibles d'être dans le groupe du H. Et il avait fait une super prestation contre Velenje. Alors, bon, malheureusement, ils se sont fait sortir, mais ça a permis, une fois de plus, on va dire, de donner des certitudes à Alberto Entre-Rios sur le recrutement de ce joueur-là. Donc, je suis plutôt confiant. C'est pas juste un pari d'un mec qu'on a vu une fois sur un match, quoi. Voilà, Bon, messieurs, on va arriver vers la fin de l'émission, et notamment, quand on arrive normalement à ce moment-là de l'émission, c'est le moment des pronostics sur les scores des matchs à venir. Et bien là, justement, les pronostics, c'est de savoir si les matchs vont se tenir. Et notamment avec le premier, ça serait le match de la N1 face à Livry-Gargan.
aura-t-il lieu? Aura-t-il pas lieu? Mika, c'est à toi. Ça, c'est une sacrée bonne question. Alors déjà qu'on est nul sur les pronostics, là pronostiquer là-dessus. Juste ce que je peux vous dire, c'est le classement de l'Ivry-Gargan qui est 10e de la poule 2, donc qui est plutôt une équipe quand même normalement largement à la portée de nos minots, surtout s'ils sont au niveau de ce qu'ils ont montré contre Ivry la semaine dernière. Alors ça sera en déplacement, c'est jamais facile. Nous sommes, je le rappelle, 4e du classement, donc on sera favori de cette rencontre. Je suis assez convaincu que si on est à notre niveau, les petits gars peuvent ramener une victoire. Maintenant, pour cela, comme tu l'as dit, il faut que le match se joue. Très sincèrement, au vu de la tendance actuelle et des annonces qui pourraient arriver par notre cher président dans la soirée ou dans les moments à venir, je suis assez convaincu que toute rencontre sportive et tout seront interdits. Donc je crois pas que le match aura lieu personnellement. Je crois pas qu'ils vont se déplacer. Maintenant, voilà, s'ils le font, on sera ravis de vous donner les résultats et les stats comme chaque semaine, mais je crois pas qu'il aura lieu. Bon, c'est ton avis aussi, Yann Ouais, c'est mon avis aussi. Ouais, je doute que le match puisse se tenir. Après, s'il devait se tenir, ce serait toujours avec les restrictions actuelles. Il y a Micron qui doit parler là, à 20h, donc on en apprendra un peu plus. En ce moment d'ailleurs, tu vois. Mais sinon, les restrictions, si elles restent telles quelles, c'est moins de 1000 spectateurs. Bon, il y en aura moins de 1000, donc là, ils devraient jouer, mais à mon avis, je pense que ça va pas avoir lieu. Eh ben, une mauvaise nouvelle en entraînant une autre. Et on va maintenant parler du possible, probable, imaginaire match face à Toulouse. Ce déplacement du H, on n'y croit pas non plus. Non, on n'y croit pas. Et puis surtout que là, avec les deux joueurs chambériens qui pourraient avoir le coronavirus, ça devrait entraîner l'annulation de l'intégralité des matchs. Si on prend un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres championnats, dans d'autres sports, cette nuit, pour ceux qui suivent la NBA s'est arrêtée parce que Rudy Gobert. Ouais, après, aux États-Unis, ils sont très procéduriers. Voilà, mais en Suisse, sur le championnat de foot, j'entendais ça à la radio, il est arrivé la même chose. En Italie, c'est un petit peu plus grave, mais il est arrivé la même chose. Il y a plein de sports dans lesquels c'est arrivé. Dès qu'il y a des cas qui sont avérés dans les sports, généralement, les matchs sont alors pas annulés, mais reportés. Je pense qu'on y va tout droit, clairement. Ouais, moi aussi, je pense, ouais. C'est dommage, on va dire sportivement, parce que Toulouse était un peu moins bien qu'il l'était en première partie de saison. Et vu la correction qu'on avait reçue contre eux à domicile, on avait à cœur de rétablir la balance et puis de faire en sorte d'aller gagner là-bas. Puis de toute façon, pour le classement, ça aurait été important. Bon, maintenant, d'un point de vue sanitaire, c'est ce qui est le plus important. Pour moi, ça ne se jouera pas, ce match-là. Finalement, est-ce que la seule bonne nouvelle, c'est que cette pause du championnat, de toutes les compétitions, ça donne l'opportunité aux auditeurs de pouvoir réécouter l'intégralité des émissions dont on fait le H depuis la création de l'émission? Étant donné qu'il n'y aura plus de retransmission sportive et que vous n'aurez pas grand-chose à faire, parce que peut-être qu'en plus vous allez vous retrouver en télétravail parce que vous n'aurez pas le droit de travailler. Profitez-en pour les écouter en boucle. Là, je vous avoue qu'à part parler de la passion de Polo pour le dé à coudre, je sais pas ce qu'on va raconter dans les prochaines émissions si ça continue comme ça. Donc, effectivement, n'hésitez pas à réécouter les vieilles émissions en attendant, parce que là, je vous avoue qu'on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer. S'il commence à pas y avoir de match, c'est pas vraiment ce qu'on va pouvoir vous raconter. On sera ravis en tout cas de vous accompagner sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook, pour échanger avec vous toujours sur cette actualité brûlante. Je ne sais pas si le thème brûlant est bien choisi. Et pour voir ce qu'il advient des compétitions à venir. En tout cas, messieurs, merci pour cette... Oui, Mika, tu voulais rajouter un petit point. Je voudrais juste faire une petite conclusion personnelle. Et puis déjà emmerder le coronavirus, parce que je voudrais faire un gros bisou à plusieurs personnes. Déjà à Mathieu, à tous mes copains du Club des Peintes, et puis à vous deux, Yann et Polo, pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Je peux traverser une période assez difficile et vous êtes là pour moi et je vous aime très fort. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et nous aussi, et on espère bien t'avoir avec nous pour la 24e émission de On refait le match. Il n'est pas parti pour décéder. Je suis pas parti pour décéder. Pour fêter cette reprise des compétitions à venir. En tout cas, merci à vous, messieurs, et merci à vous de nous avoir écoutés. Et rendez-vous bientôt pour la prochaine émission dont On refait le H. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.